Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va faire la correction du document de révision numéro 2 pour l'examen sur le système respiratoire et le système circulatoire. La première question dit « Vous êtes médecin à l'urgence. Un patient se présente à vous et décrit les symptômes suivants. Toux grasse, difficulté respiratoire, perte de la voix et maux de gorge. Proposez le diagnostic le plus probable parmi la liste ci-dessous. Expliquez votre choix. » Donc, A, pharyngite, B, hypertension artérielle, C, laryngite, D, infarctus, E, bronchite. Alors, si on réfléchit aux indices qu'ils nous ont donnés. Le premier indice, il parle de difficultés respiratoires. Donc, on est nécessairement dans le système respiratoire. Donc, on peut enlever l'hypertension artérielle et l'infarctus. L'autre indice, c'est la toux grasse. Donc ici, on parle de mucus, de forte sécrétion dans la gorge. Donc, on parle des fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches. Donc ici, ça ne nous aide pas nécessairement à identifier lequel de nos trois choix qui restent, qui est le bon. Ensuite, on parle de maux de gorge. Donc si la gorge, c'est le pharynx et le larynx. On peut donc éliminer bronchite. Et enfin, le dernier indice, c'était la perte de la voix. Donc, aussi, nécessairement, c'est une infection qui est localisée autour des cordes vocales, puisque celles-ci vont fonctionner moins bien. Les cordes vocales sont dans le larynx. On élimine pharyngite et on souffre donc de laryngite. Maintenant, pour l'exercice 2. Énumérer dans l'ordre les structures traversées par une molécule d'oxygène, O2, partant de l'extérieur du corps jusqu'à ce qu'elle arrive aux cellules. Donc ici, premier réflexe, on parle d'une molécule d'oxygène qui vient de l'extérieur du corps, donc on s'en va dans le système respiratoire. Fait que ici, vous avez le schéma du système respiratoire, et on sait que l'air qui rentre dans les voies respiratoires va traverser dans l'ordre les narines, les fosses nasales, ensuite le pharynx, le larynx, la trachée, ça se divise en bronches, en bronchioles, et enfin, ça se ramasse dans les alvéoles. Par contre, rendu aux alvéoles, on n'est pas rendu à la fin de notre question. On veut savoir jusqu'à ce qu'elle arrive aux cellules. Donc, des alvéoles, on va transférer dans le sang et on va être maintenant dans le système circulatoire. Donc, vous avez ici le schéma du système circulatoire. On est dans les poumons. On est plus précisément dans les capillaires des poumons. On va transférer ensuite dans les veines pulmonaires. Si on va être clair ici, on aurait pu marquer les vénules, les veines et ensuite les veines pulmonaires, mais juste veine pulmonaire, ça va être correct. Ensuite, la veine pulmonaire se déverse dans l'oreillette gauche. De l'oreillette gauche, on s'en va dans le ventricule gauche. Du ventricule gauche, on est poussé dans l'aorte. L'aorte s'en va ensuite dans les capillaires. Encore une fois, si on aurait voulu être plus précis, on aurait pu marquer artère, artériole, mais aujourd'hui, je l'ai laissé de côté. Et enfin, des capillaires, on s'en va dans les cellules. Et là, on a fait tout notre trajet. Du système respiratoire, on transfère au système sanguin et on se rend enfin jusqu'aux cellules qui sont partout dans le corps. Exercice 3. Expliquez comment fonctionne la circulation sanguine dans les veines. Et j'ai précisé, utiliser les mots-clés suivants, diffusion, pression et valvule. Donc ici, cette question, ça fait référence à ce schéma que je vous ai montré, que je vous ai expliqué, qui est la circulation sanguine. On voit dans le fond une veine qu'on pourrait retrouver, exemple, dans la jambe. Et je vous ai expliqué ça. Fait que ça, c'est dans vos notes de cours. Fait que c'est quasiment un copier-coller. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien ici, il y a probablement une contraction musculaire. La contraction musculaire va comprimer la veine, donc le volume de la veine diminue. Donc si le volume de la veine diminue, qu'est-ce qui se passe? Bien, la pression dans la veine augmente. Et là, à ce moment-là, on réfléchit. La valvule, elle empêche le sang de revenir en arrière. Donc à ce moment-là, le sang va se déplacer, il va avancer par diffusion de la zone de haute pression vers la zone de basse pression, donc ici vers le haut sur notre image. L'exercice 4, c'est pratiquement la même question que l'exercice 3. Expliquez comment fonctionne la circulation sanguine lorsque le sang oxygéné sort du ventricule gauche et passe dans l'aorte. Fait que ici, je vous ai mis un nouveau dessin qui est dans le fond le schéma du cœur où on voit une flèche rouge qui représente dans le fond le mouvement du sang à l'intérieur de la partie gauche du cœur. Alors, on veut savoir quand le sang part du ventricule gauche et qui s'en va dans l'aorte. C'est ça que je me pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, le ventricule gauche, c'est un muscle. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va avoir une contraction cardiaque. Donc, le ventricule gauche se contracte. Qu'est-ce que ça fait? Bien, le volume du ventricule gauche va diminuer. Si le volume du ventricule gauche diminue, qu'est-ce qui se passe?
ben, la pression du ventricule gauche augmente, et à ce moment-là, il y a une valve qui empêche le sang de retourner dans l'oreillette, ce qui va forcer le sang à se diriger nécessairement dans l'aorte. Et comment le sang se déplace? Ben, il avance vers l'aorte par diffusion, de la zone de haute pression, qui est le ventricule, vers la zone de basse pression, qui est l'aorte. Et le sang avance, tout simplement. La question numéro 5, on vous demande d'expliquer le rôle et le fonctionnement des alvéoles pulmonaires. Fait que si on commence par le rôle des alvéoles, ben c'est tout simplement de faire les échanges gazeux avec l'air, ce qui veut dire absorber l'oxygène, le O2, et évacuer le CO2. Donc ça, c'est le rôle des alvéoles pulmonaires. Maintenant, comment ça fonctionne? Ben ici, je vous présente un schéma qui est, dans le fond, on voit au centre l'alvéole avec l'air, et on voit autour un capillaire sanguin qui transporte des globules rouges. Qu'est-ce qui va se passer? Ben ici, premièrement, l'oxygène passe par diffusion de l'air, qui est riche en oxygène, vers le sang qui est pauvre en oxygène. Donc ici, c'est un phénomène de diffusion. L'air est concentré en oxygène, le sang est pauvre et peu concentré en oxygène, donc l'oxygène va passer dans le sang. Et le phénomène inverse va se produire pour le CO2. Le CO2, le dioxyde de carbone, passe par diffusion du sang, qui est riche en CO2, vers l'air qui est pauvre en CO2. Donc ici, encore une fois, c'est un phénomène de diffusion. Le sang qui est concentré en CO2 le CO2 va donc passer du sang qui est concentré en CO2 vers l'air qui est peu concentré en CO2, et il va donc avoir un phénomène de diffusion, un déplacement du CO2. Donc, en gros, c'est quoi le fonctionnement des alvéoles? C'est l'O2 qui rentre dans le sang par diffusion, et c'est le CO2 qui sort du sang aussi par diffusion. Maintenant, question 6. Expliquez les deux grandes circulations sanguines en présentant les structures importantes et en précisant leurs fonctions respectives. Ici, la question, j'ai peut-être posée à l'envers. Fait que je vais la reformuler pour vous aider à répondre à la question. Et là, j'ai juste changé l'ordre de mes mots. Expliquez les deux grandes circulations sanguines en précisant leurs fonctions respectives, donc les fonctions des circulations sanguines, et en présentant les structures importantes traversées par le sang. Donc là, ici, ça devient un petit peu plus facile, je pense, à comprendre la question et à y répondre. Donc, je vais commencer par la circulation systémique. Vous avez un schéma de la circulation pulmonaire et la circulation systémique, schéma que je vous ai donné dans votre document. Ici, c'est quoi le rôle, la fonction de la circulation systémique? Eh bien, c'est de faire les échanges avec les cellules. Donc, en détail, c'est apporter le O2 aux cellules et récupérer le CO2 qui est le déchet cellulaire. Maintenant, comment la circulation systémique fonctionne? C'est quoi le trajet, les structures traversées par le sang? Mais ici, la circulation systémique commence dans le ventricule gauche. Le sang est propulsé dans l'aorte. On va ensuite aller dans les artères, les artérioles. On sera ensuite dans les capillaires. Il va y avoir les échanges avec les cellules. Ensuite, on va se diriger vers les veines caves en passant par les vénules et les veines. Et enfin, on va retourner au cœur par l'oreillette droite. Donc ça, c'est la circulation systémique. Maintenant, si on parle de la circulation pulmonaire, ici, c'est la circulation dans le haut de mon schéma, donc vers les poumons. Donc, c'est quoi la fonction? Ben, c'est de faire les échanges entre le sang et l'air, c'est-à-dire absorber l'oxygène de l'air et rejeter le CO2 dans l'air. Maintenant, ça va être quoi les structures traversées par le sang lors de la circulation pulmonaire? On va commencer par partir par le ventricule droit. On va être poussé dans l'artère pulmonaire. On se souvient que les artères, c'est les vaisseaux sanguins qui quittent le cœur, qui amènent le sang loin du cœur. Ensuite, l'artère pulmonaire va se déverser dans les capillaires pulmonaires. Il va y avoir les échanges avec l'air, entre le sang et l'air. Ensuite, les capillaires vont se reformer pour produire les veines pulmonaires. Et les veines pulmonaires vont se déverser dans le cœur, dans l'oreillette gauche. Et ça, ici, c'est la circulation pulmonaire. Maintenant, pour la question 7. Ici, c'est une étude de cas, donc c'est vraiment réfléchir avec nos connaissances sur le système respiratoire et circulatoire pour expliquer qu'est-ce qui se passe et répondre à notre question. J'ai enlevé une partie de la question, j'ai gardé juste, dans le fond, le nœud du problème.
Et ça dit, l'asthme est une pathologie inflammatoire chronique des bronches associant plusieurs processus dont l'inflammation de la paroi interne des bronches, la contraction des fibres musculaires qui entourent les bronches et la production d'un surplus de mucus, des sécrétions épaisses, qui bloquent les bronches. Et la question, suite à cette explication, présente différents symptômes que pourrait ressentir une personne lors d'une crise d'asthme. Alors, je vous ai aussi donné cette image-là qui vous représente dans le fond à gauche une bronche normale et à droite une bronche asthmatique pour voir dans le fond visuellement à quoi ça peut ressembler. Maintenant, on va analyser ce qui se passe. J'ai gardé les informations les plus importantes à l'écran et c'est ça qu'on va analyser et réfléchir. Je veux porter votre attention sur la section ici qui est dans mon encadré vert. Donc, les processus, on parle d'inflammation de la paroi interne, contraction des fibres musculaires et production de surplus de mucus. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans le fond, on va avoir l'enflure de la muqueuse. La muqueuse va enfler, c'est la paroi interne des bronches, elle va donc devenir engorgée de sang, elle est donc sur l'image plus rouge et plus épaisse. Ensuite, on va voir un étranglement des bronches. Donc, si les fibres musculaires se contractent, donc on voit les fibres musculaires qui resserre dans le fond les bronches, donc un étranglement des bronches. Et enfin, ce qu'on voit, c'est un engorgement de mucus à l'intérieur de la bronche. Donc, s'il y a plein de mucus qui est sécrété, il y en a beaucoup trop, et ça fait un engorgement à l'intérieur de la bronche. Phénomène final, qu'est-ce qu'on observe? Ben, dans le fond, c'est les voies respiratoires qui sont obstruées. Si on compare la bronche normale à gauche, puis la bronche asthmatique, on voit très très bien que l'espace où l'air peut circuler est très très petit dans la bronche asthmatique comparé à la bronche normale. Mais, on veut répondre à notre question. Notre question, c'est quoi les symptômes qu'on pourrait ressentir lors d'une crise d'asthme? Il faut trouver les symptômes lorsque les voies respiratoires sont obstruées. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque les voies respiratoires sont obstruées? Bien, premièrement, il y a moins d'air qui arrive au poumon. S'il y a moins d'air qui arrive au poumon, bien, il y a moins d'oxygène qui va entrer dans le sang. Et s'il y a moins d'oxygène qui entre dans le sang, il va y avoir moins d'oxygène qui va arriver aux cellules. Et ça, c'est super important, parce que les cellules, dans le fond, c'est ce qui fait fonctionner mon corps. Fait que si j'ai moins d'oxygène, qui est le carburant des cellules, bien, à ce moment-là, mes cellules peuvent moins bien fonctionner. Mais en détail, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les symptômes? Bien, premièrement, si mes voies respiratoires sont obstruées, je vais peut-être avoir des difficultés respiratoires. Je vais peut-être sentir un essoufflement. Peut-être aussi que je vais avoir des petites douleurs à la poitrine, des douleurs thoraciques. C'est pas facile, si je suis contracté, ça fait mal. Par contre, j'ai moins d'oxygène, et ça c'est important. Fait que si j'ai moins d'oxygène qui arrive dans mon corps, peut-être dans mon cerveau aussi, mais peut-être que je vais avoir des étourdissements. Je vais avoir de la misère à me concentrer, à penser, parce que j'ai moins d'oxygène qui arrive au cerveau. Ben, s'il y a moins d'oxygène qui arrive au cerveau, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, je peux peut-être me sentir fatigué, je peux manquer d'énergie. Et ensuite, ben, si je manque encore plus d'oxygène, je peux peut-être avoir une perte de conscience puis entraîner la mort. Mais là, ici, là, quand on parle de perte de conscience puis mort, on parle vraiment là, d'une crise d'asthme très, très, très sévère où les voies respiratoires sont très obstruées et il n'y a presque pas d'oxygène qui arrive dans le corps. Fait que là, ici, c'est vraiment là, les grosses crises d'asthme et la personne devient bleue avant de perdre connaissance puis devenir morte. Là. Fait que ici, on peut le voir et on peut appeler l'ambulance dès que ça arrive. Fait que ça, c'était notre question numéro 7. Il faut vraiment réfléchir et proposer des symptômes qu'on pourrait ressentir, sans nécessairement faire une recherche sur Internet. Ici, probablement que vous auriez pu trouver facilement les difficultés respiratoires, on a la difficulté à respirer, et le manque d'énergie parce qu'on n'a plus d'oxygène qui arrive aux cellules. Si vous m'aviez donné ça, la réponse aurait été bonne, je l'aurais accepté sans problème. Maintenant, pour la dernière question, l'exercice 8, qui est aussi une étude de cas, j'ai encore une fois gardé juste le nœud du problème, en éliminant un petit peu le texte du FLAFA. Donc, ça dit, la fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie chronique pulmonaire caractérisée par une modification progressive irréversible de la structure des poumons. La prolifération des cellules produisant de la fibrose, qui sont constituées principalement de collagène, empêche le bon fonctionnement du poumon, dont les alvéoles sont devenus rigides et se rétractent, diminuant ainsi le volume total des poumons. Suite à cette explication, expliquez les impacts de cette maladie sur l'organisme. Je vais aussi donner cette image qui vous montre en haut l'état normal des alvéoles pour une personne qui n'a pas la fibrose idiopathique pulmonaire, et en bas vous avez une image de à quoi ressemblent les alvéoles lors d'une personne qui a cette fibrose.
J'ai gardé à l'écran les choses les plus importantes et je vais attirer votre attention sur cette partie de phrase-là, celle dans le carré vert. Les alvéoles sont devenus rigides et se rétractent, diminuant ainsi le volume total des poumons. Fait que ça, c'est les effets, les conséquences de la fibrose pulmonaire idiopathique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que j'ai une diminution du volume des alvéoles. On le voit dans mon image. Mes alvéoles étaient grosses, étaient gonflées, et là, ils sont maintenant écrasés. Et le tissu fibreux, qui est produit, la fibrose, écrase, comprime mes alvéoles. Donc, ça diminue le volume des alvéoles. Mais si le volume des alvéoles diminue, qu'est-ce qui se passe? Mais dans le fond, c'est la diminution de la surface de contact des alvéoles avec l'air. Les alvéoles, leur fonction, c'est d'augmenter la surface de contact pour favoriser les échanges. Mais la fibrose diminue cette surface de contact-là. Donc, si la surface de contact diminue, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une diminution des échanges gazeux avec l'air. Ça, ici, c'est super important et c'est vraiment ça la conséquence directe de la maladie. Il y a moins d'échanges gazeux avec l'air. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous demande, expliquez les impacts de la maladie sur l'organisme. Donc, qu'est-ce qui va arriver sur l'organisme si on diminue les échanges gazeux avec l'air? Bien, ça veut dire qu'il va y avoir moins d'oxygène qui va entrer dans le sang et qu'il va y avoir moins d'oxygène qui va arriver aux cellules. Donc ça, c'est mécaniquement qu'est-ce qui se passe. Maintenant, c'est quoi les impacts de ces conséquences-là? Bien, premièrement, on peut se sentir un peu essoufflé. J'ai moins d'oxygène qui arrive dans le corps. Donc, quand je vais essayer de faire de l'effort, mon corps va dire « Hey, je veux de l'oxygène, respire, respire, respire. » Donc, je vais être essoufflé, je vais avoir le souffle rapide. Ensuite, je peux sentir des douleurs thoraciques. Mes poumons, là, ils veulent absorber de l'air, ils vont forcer, mais il n'y a pas d'oxygène qui rentre assez. Donc, des douleurs thoraciques. Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, si j'ai moins d'oxygène qui arrive dans le corps, mais je vais avoir moins d'oxygène qui va arriver aussi au cerveau. Et là, à ce moment-là, mon cerveau, il peut être moins efficace. Je peux me sentir étourdi. Comme quand tu étrangles une personne, faites-le pas, là, mais c'est un exemple. La personne qui manque de sang à la tête, au cerveau, parce qu'elle se fait étrangler, elle risque d'être étourdie. Ensuite, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, tu risques d'avoir de la fatigue, tu as moins d'oxygène, donc ton corps travaille au ralenti. Tu as moins d'oxygène pour allumer le feu de tes cellules, donc tes cellules brûlent moins d'énergie, donc tu as moins d'énergie, tu es plus fatigué. Et enfin, ben, tu vas avoir un mauvais fonctionnement global de ton organisme. Ça peut aller à une mauvaise digestion, mauvaise concentration, mauvaise rétention d'informations, mauvais réflexes. Tout l'organisme va moins bien fonctionner. Donc ici, j'ai été dans les détails pour les effets. Par contre, si vous m'aviez dit essoufflement parce que je manque d'oxygène, fatigue, mauvais fonctionnement, ça aurait été des bonnes réponses acceptées. Là. Maintenant, on vient de terminer ça. Il vous reste encore de l'étude à faire. Il vous reste encore des choses à apprendre. Par contre, on ne se stresse pas. Fait que si vous avez une sensation de bouche sèche, une transpiration inhabituelle, tension musculaire, troubles digestifs, augmentation de la fréquence cardiaque, rougeur au visage ou au cou, c'est peut-être que vous souffrez d'anxiété, peut-être que vous êtes nerveux. On se relaxe. Ça va bien aller. J'ai confiance en vous. Donc, on se repose. On s'assure d'être dans un état d'esprit concentré, allumé. Et l'examen va bien aller. Bonne étude, bonne soirée.